Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, en pleine COP 21, notre invitée c'est Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous êtes présidente du WWF, vous êtes navigatrice et vous êtes écrivain. Pour vous interviewer aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Et Bonjour Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Isabelle Autissier, est-ce bien parti ? Hier, c'était le premier jour de la COP 21. On a bien vu que deux lignes se dessinent, les pays en voie de développement qui réclament de l'aide et les pays industrialisés qui devront les aider. Est-ce là le cœur du problème de cette COP 21 ? Oui, ça va être un des gros cœurs du problème et c'est pour ça que c'est bien parce que les choses ont été posées tout de suite. Moi, je trouve que c'est pas si mal parti que ça. On nous a dit pendant tout le temps, depuis 15 jours, depuis un mois, ça sert à rien, c'est pas la peine, il va rien se passer. Je trouve qu'il y avait quand même 150 chefs d'État qui représentent 95% des émissions de gaz à effet de serre. Que bien sûr, les pays en voie de développement et les pays qui subissent le réchauffement, ils ont dit il faut nous aider. Il faut nous aider non seulement pour transformer notre économie, mais il faut nous aider pour répondre au désordre actuel. Donc là, le message, il a été clair. Mais de l'autre côté, du côté des pays riches, moi j'ai entendu qu'on a dit oui, il va falloir aider ces pays-là. Oui, nous sommes responsables. Ce sont les mots d'Obama. Nous sommes responsables des gaz à effet de serre, donc il faut faire quelque chose. J'ai vu aussi des pays, on va dire les pays, fameux pays un peu entre les deux. La Chine annonçait des choses, l'Inde annonçait des choses très importantes en termes de solaire, par exemple. Donc comment on réconcilie le développement avec un développement vert, c'est-à-dire qu'avec un développement qui ne soit pas carboné. Donc voilà, je suis plutôt du côté de l'espoir. Et Leclerc. François Hollande, lui, dans son discours, parlait, je le cite, d'un accord à la fois universel, différencié et contraignant. Quand il dit contraignant, pour vous, ça signifie quoi ? C'est l'aide au développement et c'est aussi des clauses de rendez-vous ? Oui, alors ça va être indispensable. Des clauses de rendez-vous même avant 2020, puisque cet accord de 2015 entre en vigueur en 2020. On n'a plus beaucoup de temps, nous disent les scientifiques, si on veut rester en dessous de 2 degrés. Et même, j'ai entendu François Hollande parler des 1,5 degré, ce que réclament les petits pays, en particulier les pays huiliens, qui disent, nous, à 2 degrés... En imaginant qu'il y a un accord, il faudrait se revoir quand, alors ? Il faudrait se revoir dès 2017-2018 pour... cranter, en fait, l'idée, c'est de se revoir, non pas pour distribuer des bons et des mauvais points, parce que honnêtement, ça, bon, c'est peut-être sympathique, mais ça sert pas à grand-chose. Il faut se revoir pour voir là où ça pêche. Aujourd'hui, l'ensemble des pays, d'après leurs déclarations, ils nous amènent sur une trajectoire à 3 degrés. Ça, c'est pas possible. Donc là, on va peut-être essayer de baisser un peu, mais honnêtement, on n'arrivera pas à 2. Par contre, on peut être sur un chemin qui nous amène à 2, mais pour ça, il faut se revoir très vite. Il faut à chaque fois, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, en remettre une couche, pour aller de plus en plus. Et je pense que ce qui a peut-être un peu manqué dans ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est un objectif de entièrement décarboner nos économies en 2050. Voilà, d'être entièrement sur de renouvelables en 2050. Et là, on arriverait aux 2 degrés ? Là, c'est sûr qu'on serait sur une trajectoire claire. Véronique Jacquier. Chaque pays est venu avec sa contribution. Et on sait déjà qu'avec toutes ces contributions, malgré ce que vous venez de nous dire, toutes les contributions, même si toutes les contributions sont respectées, le réchauffement sera quand même en théorie de 3 degrés. Donc bon, est-ce que là, la COP 21 est quand même partie pour être une réussite, si on part de ce postulat Non, 3 degrés, c'est pas une réussite. 3 degrés, c'est juste impossible. C'est juste pas supportable pour l'espèce humaine. La planète, elle en a vu d'autres. Donc, il faut absolument, impérativement, qu'on se débrouille pour revenir à 2 degrés. Mais souvenez-vous, on part de loin quand même. Il y a 5 ans à Copenhague, on était à 4,5. Donc voilà, il faut garder la pression. Là, la clause de revoyure obligatoire, un accord donc, oui, bien sûr, contraignant. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas instaurer des pénalités ? Alors, bien sûr, on peut instaurer des pénalités en argent, par exemple, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les pays riches ? C'est pas tellement là-dessus, je pense. Que après, en interne, par rapport à leur feuille de route, les États disent si on le respecte pas, on va avoir des mécanismes financiers, peut-être. À mon avis, au niveau international, c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. Il faut jouer sur la transparence. Ça va être très important. Et comment contrôler ? Il faut que la COP détermine un mécanisme de contrôle international qui soit vraiment transparent, où on puisse avoir confiance. Ça fait partie des négociations, là, cette semaine ? La confiance, c'est
essentiel. Dans toute négociation, la confiance, c'est essentiel. Si les pays en voie de développement ont l'impression qu'on noie le poisson, si j'ose dire, et qu'on leur monte un truc en leur disant « mais oui, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous », ça ne marchera pas. Donc, il faut que ce soit vérifiable. Vous qui êtes dans les coulisses de la COP21, est-ce que vous avez le sentiment que les pays qui participent sont prêts à jouer sur cette notion de transparence? Alors, se montrer transparent quant aux objectifs à tenir? Ce que j'ai un peu entendu hier, c'est que les pays, encore une fois, en particulier les pays riches et les grands pays en voie de développement, commencent à avoir compris qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont tous plus ou moins parlé de la guerre, ils ont tous plus ou moins parlé de désordre et de catastrophes pour leur population à tous les niveaux. Donc je crois que cette idée-là, et c'est la grande différence entre Copenhague et maintenant, c'est que ça y est, cette idée-là, elle est rentrée dans leur tête. Donc ils voient bien qu'il va falloir y aller, quoi. Maintenant, évidemment, on a toujours tendance à y aller, pousser pas trop derrière, quoi. Mais je pense qu'il faudra y aller, ils le savent. Gilles Leclerc. Isabelle Autissier, je rappelle que vous êtes président du WWF. C'est un vrai engagement pour vous. Est-ce que vous estimez au fond que les ONG sont plus utiles que les politiques? Est-ce que le travail que vous avez fait, notamment en amont, est-ce que c'est pour vous plus engageant, au fond, et plus utile que les politiques? Alors, je sais... Ou est-ce que c'est complémentaire? C'est peut-être ça que vous allez me dire. De toute façon, les politiques, eux, ils ont un mandat des citoyens, donc ça, c'est incontournable. Par contre, quelque chose qui a été très fort et très noté, c'est que les ONG, dans leur ensemble, ont vraiment co-construit des solutions. Et on a des alliances qui sont extrêmement larges. Le réseau Action Climat en France, le CAN au niveau mondial. On est des centaines et des centaines d'associations dans le monde entier. WWF, c'est un réseau dans 100 pays. On a nos 100 pays qui sont mobilisés. Donc, on pousse vraiment fort et on a des solutions. Et on a des solutions qui sont basées sur la science. On n'est pas en train de raconter des choses parce qu'on pense que ou on dit que. On dit voilà, le constat scientifique c'est ça et donc il faut aller vers telle et telle solution. Je remarque que ce qui se discute aujourd'hui, c'est ce que le WWF a proposé il y a 2 ou 3 ou 4 ans. Et donc vous êtes plutôt en avance par rapport aux politiques, finalement. Oui, c'est ce que vous nous dites. Sans doute parce que nous, on est aussi dégagés des contraintes d'un électorat, d'une élection. Nous, on n'a pas ce genre de pression. Nous, on peut dire les choses qu'on pense quand on les pense. Vous êtes plus unis que les politiques? Sûrement. Sûrement, bien sûr, avec d'autres associations environnementales comme aujourd'hui Greenpeace, FNE, FNH, on n'arrête pas de faire des choses ensemble, tant mieux. Véronique Jacquier. Sur l'aide au développement, concrètement, qu'est-ce qui peut ressortir de la COP21? Vous avez évoqué l'Inde qui conduit une alliance internationale pour l'énergie solaire. Oui, alors ça c'est très important parce que là on est dans le concret. Et c'est de ça dont les pays ont besoin. Ils ont besoin de concret. Les 100 milliards, par exemple, pour l'instant on ne sait pas très bien. Ça va être du prêt ou pas du prêt. Ça va aller au développement ou ça va aller au contraire à réparer les dégâts. Donc tout ça c'est pas encore très clair. Par contre, quand l'Inde nous dit ça, ça c'est du concret. Ça, il va y avoir pour les centaines de millions de personnes qui n'ont pas l'électricité en Inde, il va y avoir potentiellement, dans les quelques années qui viennent, un vrai changement. Donc là, bravo, quoi. Là où le bas blesse, malgré toutes ces bonnes intentions, c'est qu'aucun pays n'est prêt à renoncer à sa croissance. C'est que pour l'instant, la croissance, elle se fait avec les énergies fossiles. Alors, Obama l'a souligné, c'est la première année cette année qu'on a de la croissance sans augmentation de gaz à effet de serre. Donc c'est parfaitement possible, non seulement c'est possible, mais c'est même la solution, et en termes d'emploi, c'est certainement la solution, puisque le kilowatt produit en électricité renouvelable a un taux d'employabilité bien supérieur au kilowatt produit avec des énergies fossiles, parce qu'ils sont décentralisés. Donc en plus, c'est des emplois locaux. Donc là, on est aussi sur une trajectoire en termes d'emploi, qui fait que avoir un objectif entièrement renouvelable en 2050, d'abord c'est possible, et ensuite c'est sans doute ce qui va nous permettre d'avoir la meilleure croissance, s'il faut parler de croissance. Gilles Leclerc, on voit bien pour un certain nombre de pays, il y a une vraie urgence absolue, mais pour un pays comme la France, si on veut faire de la pédagogie pour l'opinion publique, où d'un côté on leur dit il y a 100 milliards à sortir, en fait, à mettre sur la table, pas seulement pour la France bien sûr, et en même temps il y a des problèmes de chômage, et puis il y a le problème numéro 1 en ce moment qui est la sécurité, parce qu'il y a des attentats. Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire des choix? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Est-ce qu'on peut tout traiter vraiment en même temps? Est-ce qu'on peut sacrifier un avenir aussi important? Parce que ça, c'est crucial. C'est de la physique et de la chimie, donc on n'y peut rien. On est content ou pas content, mais le réchauffement climatique, ce matin, j'entendais des maires de plusieurs petites communes françaises dire « Moi, j'ai plus d'argent, par exemple, pour financer le degré de pollution dans ma ville, pour mesurer la pollution, par exemple, parce que j'ai d'autres choix. » Comment vous répondez Oui, à alors ça? je pense que déjà, il y a forcément des rééquilibrages, effectivement, à faire. Je pense qu'on ne peut pas sacrifier ça à un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai, de temps en temps, il va falloir faire des choix. Encore une fois, quand on est sur des trajectoires où, par exemple, on permet aux citoyens d'économiser de l'argent
parce qu'on les aide à isoler leur maison, parce que on met des systèmes de transport qui sont moins énergivores, mais aussi collectivement moins chers, on dégage aussi du pouvoir d'achat qu'on peut réinvestir ailleurs. Je pense que le bon cadeau de Noël à faire à ses enfants aujourd'hui, c'est d'isoler sa maison. C'est pas de leur acheter des jouets qui leur servent à rien. Conseil de Noël d'Isabelle Autissier. Véronique Jacquier. Les élections régionales, vous regrettez cette collusion des dates avec la conférence mondiale sur le climat? Alors c'est sûr que c'est un peu confus. Je pense que les élections régionales sont clairement passées à la trappe, ce qui est sans doute assez dommage parce que ce sont des élections importantes qui vont régir une partie de la vie des gens. Qu'on voit que dans certaines régions, il y a quand même des vraies questions qui se posent, avec des gens qui risquent d'arriver aux manettes, qui à mon avis ne vont pas faire du bien aux économies régionales. Donc c'est vrai que vous pensez au Front National, bien sûr. Je pense clairement au Front National, bien sûr, dont je pense que les solutions économiques, pour le coup, sont absolument pas viables, et donc au final vont impacter ces économies régionales, alors qu'ils nous expliquent qu'ils sont la solution. Donc là, je pense que c'est un peu dommage qu'effectivement le débat ne se fait pas. On voit bien que personne ne va les Le débat ne se fait pas clairement sur la question environnementale. Il n'y aura pas d'effet COP21 dans les urnes dimanche. Ce sera, à mon avis, de toute façon trop tard, puisque la COP va finir au moment du deuxième tour, donc de toute façon. Isabelle Autissier, en vous entendant, on voit bien que vous n'êtes pas langue de bois. S'il y avait un accord là, finalement, qui débouchait, est-ce que franchement, une candidature écologiste ouverte en 2017, est-ce que ça aurait encore un sens, honnêtement? Écoutez, moi je suis du côté des ONG, comme vous l'avez dit, je suis pas du côté des politiques, donc je les laisse vous prendre... regardez quand même ce qui se passe, j'imagine. Oui, je regarde ce qui se passe, mais après je les laisse prendre leurs décisions. Je pense qu'aujourd'hui on a clairement le sentiment que la question écologique, tout le monde doit et peut s'en saisir, et que, y compris les grands partis dits de gouvernement, doivent s'en saisir. Après, qu'il y ait des gens qui défendent spécifiquement un point de vue, et que ce soit Europe Écologie Les Verts, très bien, je pense que... Vous vous sentez proche d'eux, cette sensibilité-là, ou pas? Forcément, je me sens proche d'eux sur les thèses. Vous êtes citoyenne quand même. Bien sûr, votez, bien sûr. Et très clairement, je vais vous le dire, ça m'est tout à fait arrivé de voter Europe Écologie Les Verts, parce que sur les thèses, globalement, sur ce qu'ils disent sur la planète, sur la façon dont il faudrait orienter l'économie française, bien sûr, je me sens, on va dire, assez compatible. Maintenant, moi, je parle avec l'ensemble des partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que c'est avec eux qu'il faut discuter. J'ai aucun problème pour parler, que ce soit avec les Républicains, avec le Parti Socialiste. Vous les sentez globalement plus écologistes, tous ces partis? Je pense que ça a été très net, en tout cas, de la part de François Hollande, dont on a vu quand même un verdissement, si j'ose dire. Une conversion? Oui, je pense que quand il est arrivé... Alors maintenant, il y a encore un certain nombre de signaux qui nous manquent au niveau de la politique française, qui pourraient nous donner, je pense, des signaux assez classiques comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Bon, c'est quand même incroyable qu'on en soit encore là. Il y en a d'autres, mais je pense qu'il était assez sincère dans son discours hier. Je pense qu'il a vraiment pris conscience des choses. Est-ce que pour vous, François Hollande, c'est un converti de la dernière heure de la question environnementale? Parce que quand il a été élu, c'était pas tout à fait peu importe l'heure, du moment qu'on est converti. Vous avez mené une enquête et écrit un livre avec l'écrivain Éric Orsena sur le Grand Nord. Vous avez constaté le réchauffement climatique et l'ouverture de nouvelles routes maritimes, notamment via la Sibérie. Alors, bon, c'est une question un petit peu politiquement incorrecte au moment de la COP21, mais est-ce que le réchauffement climatique n'a pas un aspect positif aussi avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes, de routes plus économiques parce que plus courtes? Alors, est-ce que le but du jeu, c'est forcément toujours de gagner de l'argent? Ça, c'est un autre débat. Non, mais ça va changer ça va changer le monde dans 30 ans, évidemment. Oui, malheureusement, ce qui va changer le monde dans 30 ans, c'est qu'il y aura plus de glace au pôle Nord dans 30 ans, et que c'est pas la route russe, vraisemblablement, qui sera empruntée, mais c'est une route directe par le pôle. Vous savez que des pays, justement, sont heureux de ces nouvelles routes maritimes. Alors, des pays sont heureux de ces... Oui, bien sûr, les Russes, parce qu'ils imaginent qu'ils vont pouvoir contrôler une partie du commerce maritime. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça va se faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun port sur 8000 km de côte entre Mourmansk et Vladivostok, et que ça, c'est un vrai problème. Donc, ça, c'est la navigatrice qui parle. C'est la navigatrice qui parle, mais aussi, c'est une question de géopolitique. Ces bateaux, ils ont besoin d'escale, et là, il n'y en a pas, quoi. Dernière question, Gilles Leclerc. Oui, votre roman, ça s'appelle Soudain seul. Vous vous sentez moins seul aujourd'hui pour terminer? Non, moi, je sens vraiment que les gens comme moi qui parlent d'environnement ont arrêté de prêcher dans le désert, très clairement. La journée d'hier en est un sacré symbole. J'ai une question personnelle, moi, quand vous naviguiez, que vous étiez sur les mers, la navigatrice, à quoi voyait-elle que la Terre, la planète était en danger?
Malheureusement, ça se voit pas. Si ça se voyait, on serait beaucoup plus nombreux à réagir. L'océan s'est réchauffé de 0,85 degrés. Je peux vous dire que ça se voit absolument pas. Pourtant, c'est colossal comme changement. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se voient pas. Sauf cet été, j'étais dans le Grand Nord, j'étais au Groenland. Là, je peux vous dire que ça se voit parce que les glaciers ont rétréci, mais c'est visible à l'œil nu. Donc, à terre, ça se voit plus qu'en mer, malheureusement, parce que sinon, tout le monde serait converti encore plus vite. Dernière question, Véronique Jacquier, peut-être, Gilles Leclerc. Donc, pour vous, on commencera à sentir à quel moment il y a un vrai début de résultat pour ce COP21. Vous avez l'air assez optimiste, mais on pourra dire... Vous avez l'air optimiste. Non, mais attendez, il faut l'être, sinon on se tire une balle tout de suite dans la tête, quoi. Non, il faut... là, cette semaine, elle est vraiment importante. Les négociateurs, ils ont eu une mission hier. On va voir comment ils se débrouillent avec ça. Nous, on suit ça minute par minute, on essaye de pousser. Laurent Fabius a dit, en gros, qu'il allait relever les copies à la fin de la semaine. Là, on verra vraiment... Il est pressé, Laurent Fabius. Oui, mais il a raison. Voilà, c'est Isabelle Autissier, la présidente du WWF, qui est notre invitée ce matin. Elle est aussi, vous le savez, navigatrice et écrivain. Nous passons à l'analyse de l'actualité en compagnie d'Isabelle Autissier, qui reste avec nous, bien sûr, et de 2 nouveaux éditorialistes de la presse que nous retrouverons désormais chaque mardi. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio, Denis Jambard. Bonjour. Bonjour, éditorialiste à Nice Matin, et Yves Tréhard du Bonjour Figaro. Cyril, bonjour à tous. Bonjour Yves, et nous sommes Toujours aussi tonitruant. ravis de vous avoir dans Territoire d'Info dorénavant tous les mardis. Donc, on va passer un petit peu au propos de ce que Isabelle Autissier a dit ce matin sur ce plateau. Mais avant tout, je voulais savoir, Denis Jambard, ce que vous pensez, vous, de la séquence politique. François Hollande est président du monde depuis quelques heures. Que pensez-vous de cette posture, au fond, de la manière dont il fonctionne de cette manière-là? Bon, d'abord, il faut quand même saluer cette COP21 et la capacité à réunir autant de monde sur un sujet qui est en effet très important. Ça, c'est quand même à mettre à son actif. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense qu'avec François Hollande, il y a toujours de la politique derrière. C'est vrai que c'est un converti à l'écologie. C'est un converti, je pense, parce qu'il voit les questions telles qu'elles se posent, mais c'est aussi un converti parce qu'il y a un intérêt politique. Vous savez, il y a toujours 2 personnages dans les hommes politiques. Il y a ceux qui définissent un grand destin, il s'y emploie, pas toujours avec succès d'ailleurs, mais en tout cas là, il a trouvé un vrai terrain, avec une prospective très lointaine. On ne pourra pas le juger sur les résultats à court terme. Il sera sans doute pas là le jour où la température commencera vraiment à, en tout cas, être dominée. Et puis, il y a toujours l'acteur politique. Il ne faut pas oublier que cet homme ne pense, depuis son élection, qu'à sa réélection en 2017. Et ça fait partie du jeu aussi auquel nous assistons. Yves Tréhard, je vous regardais sourire en écoutant ce que disait Jean-Bart. Je trouve que Denis est un peu naïf. Ça serait Valéry Giscard d'Estaing, ça serait François Mitterrand, ça serait Nicolas Sarkozy. Ils font de la politique tout le temps, depuis qu'ils sont nés, quasiment. Je viens de dire, hein. Oui, donc c'est bon. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait pas qu'il loupe la marche, quoi. Hein, il serait tombé, il n'aurait pas marché sur le tapis, ça aurait été compliqué pour lui. Et on voit très bien que, vous dites président du monde, jusqu'à un certain point, parce que qu'est-ce que vont retenir les Français et les médias internationaux? C'est que Poutine est fâché avec Erdogan. Hier soir, ça a été une séquence importante. C'est de savoir si Barack Obama va considérer que cet accord est un accord contraignant. Et puis, il y a des petits détails qui sont énormes. Moi, ce que je retiens de la journée de demain, pour ce qui me concerne, d'hier, de cette séquence, voilà, puisque c'est comme ça qu'il faut parler, c'est évidemment ce qui s'est passé hier après-midi. Bill Gates, de voir ces grands chefs d'entreprise qui sont donc des opérateurs privés d'une certaine façon, de la nouvelle économie, Bill Gates et beaucoup d'autres, construire un fonds avec plusieurs milliards de dollars pour essayer de résoudre les problèmes de la planète. Et c'est par la société civile, et c'est par les patrons, et c'est par des initiatives privées comme ça qu'on arrivera certainement à lutter contre le réchauffement climatique. Il faut une régulation, il faut que les États, il faut que les politiques s'engagent, mais il faut aussi qu'il y ait une conscience collective qui se fasse jour. Et je trouve que Bill Gates, de ce point de vue, alors vous allez me dire, il a les moyens. Évidemment, il a les moyens, mais autant que ce soit ceux qui ont les moyens
qui s'engagent. Et comme ça fera peut-être des petits plus tard. Et ça, c'est important. Ça. Denis Jeanbart, il y a quand même beaucoup d'opportunisme dans l'écologie. Tout le monde est devenu écologiste. Isabelle Autissier en parlait. Tous les grands partis politiques de gouvernement qu'elle voit lui disent « nous sommes écologiques ». Je vais vous dire, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai commencé à m'occuper de ces questions en 1972 à la création du Point. Nous avions créé une rubrique ville-environnement. Et en effet, l'écologie, 1972, Robert Monsieur Poujade, après sans doute peut-être le plus grand discours sur l'écologie qui a été prononcé en février 1971 à Chicago par Georges Pompidou. On a retenu d'ailleurs de cet épisode une seule chose, sa femme avait été agressée à ce moment-là parce qu'il y avait des tensions franco-américaines, mais il avait fait un discours absolument remarquable qui a abouti à la création de ce... Donc je connais bien ces sujets. Je les suis depuis 40 ans. Et en effet... je suis fasciné par l'opportunisme. Et si vous voulez, la récupération politique. Oui. Et ça devient, c'est pas un enjeu droite-gauche, c'est un enjeu humain. Oui. Bah, en même temps, le Parti écologiste n'en tire aucun bénéfice politique. Mais parce qu'ils ne font que de la politique. Écoutez, c'est une assemblée de gens qui se disputent chacun dans une cabine téléphonique. Non, mais il ne faut pas d'écologie, parce qu'ils passent leur temps, parce qu'il y a plusieurs sensibilités, sauf qu'ils se sont réunis tous. Mais vous vous apercevez qu'il y a des montagnes idéologiques qui séparent M. Placet de Mme Duflot. Des montagnes d'ambition. Et d'ambition. Donc ils font de la politique aérie d'ailleurs, ils ne font pas d'écologie. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des hommes et des femmes politiques qui parlent d'écologie aujourd'hui, et notamment les présidents successifs, ils ont été obligés de se convertir sous la pression justement, alors des associations, sous la pression de la société civile, sous la pression médiatique. Mais l'écologie, c'est absolument pas le logiciel et l'histoire de François Hollande, qui lui est d'un socialisme économique productiviste même, on peut le dire, tout comme Nicolas Sarkozy n'était absolument pas converti à l'écologie jusqu'à temps qu'il y ait le Grenelle de l'environnement. Sauf qu'ils sont vite rattrapés par la patrouille quand même. Souvenez-vous que quand il était quand il était président de la République, Grenelle de l'environnement, grande messe, il fait venir les plus grandes figures. C'était Jean-Louis Borloo qui était à la tête de ça. Bien sûr, mais il était quand même présent. Et puis 2 ans après, il va au ministre de l'Agriculture et il commence à dire devant les agriculteurs, ça commence à bien faire maintenant. Bon, vous voyez, c'est quand même de courte durée tout ça. Est-ce que vous avez cette analyse, Isabelle Autissier, quand même là où je vous rejoins parfaitement, c'est qu'effectivement, la société civile, elle a un vrai poids. Et que quand on pousse fort, on finit quand même par se faire entendre. Et c'est vrai, et vous avez raison, que les politiques réagissent par rapport à leurs électorats. Et quand ils voient que ça commence à plaire, ils y vont. Mais tant mieux, moi je suis pragmatique. Oui, mais vous avez trouvé bon François Hollande, vous l'avez dit tout à l'heure. Franchement, hier, le discours m'allait très bien. Maintenant, on veut que ce soit acté. Mais oui, évidemment, c'est important. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, quand vous avez parlé de Bill Gates, etc. Là aussi, ça a un côté un peu opportuniste. Je ne sais pas, Bill Gates, il y a 10 ans, s'il était passionné par les problèmes d'environnement. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait. Ce qu'il fait, il le fait. Sur le sida. D'accord. Il ne fait pas les choses à moitié. Mais ce que je veux dire, et qui est la grosse différence par rapport à Copenhague, dont on dit il y a 5 ans que c'était un drame et que c'était raté, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la société civile, on a les entreprises, on a les collectivités locales, on a les villes, on a un certain nombre de gens qui se positionnent réellement et qui font des choses réellement. Et là, il commence à y avoir de l'argent sur la table, et là, on commence à avoir des vrais changements. Donc ça, c'est très important. On a besoin de signal politique. Plus le signal politique va être fort, plus ça va entraîner tout le monde. Attendons quand même la fin de cette conférence. Sera-t-on capable de mobiliser les 100 milliards que demandent les pays du Sud? L'accord sera-t-il contraignant? Et si tout ça n'est pas obtenu, écoutez... Donc je réponds à Denis, l'accord ne sera pas contraignant et il n'y aura pas les 100 milliards. Eh bien, écoutez, ça sera donc un échec pour François Hollande. D'accord. Et ce qui a la réussite quand même, c'est que les ONG du monde entier travaillent ensemble et sont unis. Ce que ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les gouvernements. Oui, mais les ONG, c'est une chose, mais les ONG, le nerf de la guerre... Oui, mais ils font une pression énorme. Elle l'explique. A évidemment raison. Elles ont une pression psychologique, elles ont une pression... En plus, je pense que personne n'est pas... Enfin, nul est contre l'écologie. C'est complètement ridicule. Enfin, tout le monde est contre le réchauffement de la planète. Regardez, même en France, vous voyez les côtes qui sont menacées par la montée des mers et tout ça. Simplement, le nerf de la guerre, c'est quand même, il faut le souligner, c'est l'argent.
l'argent et la volonté politique. Sans volonté politique, c'est difficile. Pardon, ceci Très est le dernier rapidement. mot. Oui, c'est en train secondes. quand même de basculer parce que les entreprises ont compris aussi que c'était un facteur de développement et de Absolument. croissance pour elles. Je prends pour exemple ce que Colas a inventé sur les routes qui est absolument prodigieux et on devrait lancer un programme national là-dessus. Et il n'est pas stipendié par Colas. Ah non, pas du tout, mais je le dis, parce que c'est vrai que la recherche française est souvent récupérée ailleurs, on ferait bien de s'en occuper. Lançons un plan là-dessus. Merci Isabelle routes solaires. Autissier, présidente beaucoup. du WWF, navigatrice et écrivain, d'avoir été notre invité ce matin. Merci Denis Jambard et Yves Tréhard. On Merci. se retrouve mardi prochain. Merci à vous. Et nous, on se retrouve évidemment demain matin à 8h pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée.